Bonjour. 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 Du coup, bienvenue à tous pour ce premier webinaire d'ABAC sur les systèmes de diffusion vidéo. On va peut-être commencer par se présenter. Donc moi, je suis Émilie Gessan, la responsable de communication d'ABAC. Je suis là autant que vous pour apprendre un petit peu sur ce sujet parce que je ne suis pas une spécialiste. Le spécialiste, c'est Étienne Dupuis, qui est dans la petite case en dessous de moi ou au-dessus, je ne sais pas comment il s'affiche. Bonjour à tous. Qui est le directeur de l'agence d'ABAC Paris. Un petit topo très rapide sur qui est ABAC. Tu peux y aller, Étienne. Donc nous sommes une société d'audiovisuel fondée en 2004 par Frédéric André et Stéphane Gambier. Nous avons 3 agences. ABAC s'est implanté d'abord à Toulouse et Bordeaux, puis à Paris, Paris sous la direction d'Étienne. On a 45 collaborateurs, mais on collabore aussi avec une centaine d'intermittents du spectacle. On déploie et on travaille partout en France et un petit peu en Europe avec plus d'un millier de clients. Donc on a 3 cœurs de métier. On a le métier qui est fortement représenté aujourd'hui avec Étienne. Allô ? Oui ? C'est l'indoor. Donc, c'est le métier d'intégrateur d'équipements audiovisuels pour les salles de réunion, les salles de conseil, les auditoriums, les CHU, etc. Donc, c'est de l'intégration d'équipements vidéo, d'équipements de sonorisation, d'équipements de communication unifiée. Et j'en passe. On a un bureau d'études qui fait de l'ingénierie et du conseil. On a une équipe technique qui déploie sur le terrain et on a un service de maintenance qui accompagne les clients, notamment en formation et en service après-vente et en maintenance. Ensuite, on a un département événementiel qui propose des solutions techniques pour l'événementiel ou tout en un, donc vidéo, son, lumière. Et on a un 3e département, le petit dernier de chez ABAC, c'est ABAC Prod, qui fait de la création de contenu audiovisuel et multimédia complémentaire aux 2 premiers métiers. Donc, on fait des films institutionnels, on fait de la création 3D, de la création mapping, de l'infographie, de la scénarisation, etc., etc. Voilà, donc je vais passer la main à Étienne, qui va rentrer dans le cœur du sujet. Étienne, c'est à toi. Donc, merci Émilie pour cette introduction. Donc, le sujet du jour, quelle solution pour l'entreprise au niveau de la diffusion vidéo? Vaste sujet. Donc, il y a 4 grandes familles pour permettre d'effectuer cette projection en salle. Donc, on a le vidéoprojecteur, technologie bien connue et largement installée depuis des années. C'était la première solution de présentation de support en salle de réunion et amphithéâtre. Il y a le moniteur vidéo. Il y a le mur d'image et la dernière génération, le dernier né, toute la partie écran LED. Donc, c'est toutes ces technologies que je vais essayer de vous présenter au mieux pour que vous puissiez avoir la bonne réflexion de demain. Alors, Étienne, tu nous as mis ici un nuage de mots avec pas mal de notions qui sont nouvelles pour certains, donc pour moi. Tu as oublié un mot d'ailleurs, l'ABAC. Qu'est-ce que c'est une ABAC ? Exact, bon, on le verra un petit peu tout au long de cette présentation. Alors, pour faire le tri dans tous ces mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on fait le choix entre ces différentes technologies ? Alors, tous ces mots, on va le voir tout au long du webinaire. Il n'y a pas de mots complexes. Je vais essayer de vous les présenter tout au long des slides pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux appréhender tous ces différents termes techniques. Donc déjà, on va commencer par un petit rappel sur les bases du signal vidéo. Qu'est-ce qu'un signal vidéo? Comment il est composé? Donc sur un écran, avant tout, une image est composée de pixels qui lui-même, ce pixel est composé de sous-pixels, donc le rouge, le vert, le bleu. Et ça, c'est les couleurs primaires au niveau du signal vidéo. Chaque pixel a ces 3 sous-pixels qui, en fonction de l'intensité de chaque couleur, va créer une image sur la totalité de l'écran. Donc les 3 couleurs qu'on peut retrouver
sur les pixels, donc sur les lignes et les colonnes de chaque image, mais aussi au niveau des connecteurs. Donc, on a les connecteurs type signaux analogiques, qui étaient encore là il y a 5 ou 6 ans, donc tout ce qui est composante et le RVB pour tout ce qui est informatique, et couleurs qu'on retrouve aussi dans les nouveaux signaux, les signaux numériques qu'on va retrouver sur la prise DisplayPort et HDMI, où là on va retrouver toujours les composantes rouge, vert et bleu, avec des composantes data pour transporter simplement les paquets de données. Donc à partir du pixel, maintenant comment on va pouvoir afficher l'image sur tous les pixels? Tout simplement, on va essayer de comprendre comment se décompose le signal vidéo. Donc le signal vidéo, c'est simplement une trame électrique ou aujourd'hui numérique qu'on va aller implémenter déjà sur la première ligne au niveau de l'écran pour le balayer de haut en bas, de la gauche vers la droite. Et ce balayage, au fur et à mesure, va former l'image. Donc ça, c'était pour comprendre les bases et de savoir comment est créée l'image et comment elle est affichée à l'écran. Maintenant, il y a d'autres sujets très importants, c'est la résolution et le format vidéo. Pour bien choisir son écran et pour bien créer son contenu, les deux sont liés, la création de contenu et le choix de l'écran, les deux sont liés. Il faut bien savoir d'où on part et jusqu'où on veut aller. Donc on a différents formats, le format 1 pour 1 qu'on va retrouver sur la partie photo et tout ce qui est diaporama. Ça on le retrouve pas mal sur la partie muséo et autres, donc beaucoup moins d'entreprises pour le coup. Le format 4 qui est l'ancien format de tous les écrans de PC et des ordinateurs. Il y a encore beaucoup d'applications et d'applicatifs sur des centres de mesure ou en milieu hospitalier. Ce format est encore beaucoup utilisé. On a le format 16:9 16:10 que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est le format standard de l'entreprise qu'on va retrouver sur l'ensemble des écrans vidéoprojecteurs et PC portable ou PC fixe. Le 21/9, vous le connaissez tous, mais il est peut-être un peu moins parlant pour vous, c'est le format cinéma. Et le 32/9 qu'on va retrouver, c'est le dernier né au niveau des formats qu'on va retrouver sur toute la partie gaming et la partie écran d'affichage dynamique pour faire de l'écran stretch qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut voir au niveau des abribus ou dans le retail. Un format assez sympa à utiliser en affichage dynamique. Je vous parlais à l'instant de la création de contenu, mais là je vous ai mis quelques exemples. Quand on va créer un contenu 4/3, qu'on va l'afficher en 16:9, 21/9 ou 32/9, évidemment on va avoir des bandes noires à gauche et à droite. Pareil, si on a un contenu en 16:9 qu'on veut l'afficher dans un 4/3, on va respecter avant tout la forme du contenu et le travail de pixel par pixel, et à ce moment-là, on va avoir des bandes noires en haut, en bas, ou à gauche ou à droite, en fonction du type de contenu créé et de l'afficheur sur lequel le contenu va être joué. Donc ça, c'était pour la partie format. Maintenant, la deuxième grande famille sur laquelle il faut faire attention, c'est la résolution. La résolution, tout le monde a entendu parler du Full HD, du 4K. Donc on vient anciennement du SD, ça c'était les formats qu'on avait les télévisions. Le HD Ready, c'était au début l'écran LCD et plasma. Donc qu'est-ce que les résolutions? C'est simplement le nombre de pixels affichés à l'écran, qui est directement induit par le fabricant en fonction du nombre de pixels qu'il a choisi de mettre sur la dalle vidéo. Donc c'est le nombre de pixels format horizontal, en horizontal et en vertical. Et quand on parle de résolution, on va toujours parler, donc le plus grand chiffre c'est l'horizontal, le deuxième chiffre c'est tous les pixels en vertical. Donc là, on peut voir différents exemples de résolution et de nombre de pixels sur l'écran, et on peut voir que plus il y a de pixels, plus on arrive à avoir une image, une bonne définition de l'image, et c'est là où on va avoir beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de détails, peut-être même trop sur les très grandes résolutions aujourd'hui.
et volontairement j'ai laissé la partie 4K en violet, et vous allez voir un petit peu après pourquoi, parce qu'aujourd'hui on travaille principalement avec des résolutions Full HD et Ultra HD. Les résolutions de demain, les constructeurs travaillent sur du 4K, on en a tous un petit peu parlé. Il y a le 5K pour le format cinéma, et le 8 et 10K qui vont arriver pas tout de suite, parce qu'après il faut gérer le nombre de données à la seconde pour afficher et pour aller exciter autant de pixels sur la taille d'écran. Voilà un petit peu pour les résolutions. Oui, Émilie. Étienne, moi j'avais une question. Tout à l'heure, tu parlais de ce qui se passait quand on utilisait un format vidéo qui n'était pas adapté au format de l'écran. Donc, par exemple, si on mettait une image 4 tiers dans un écran 16 neuvième, on avait des bandes noires. Qu'est-ce qui se passe quand on crée un média, par exemple, qui correspond à du Full HD et qu'on le diffuse sur un écran 4K? Alors, tout simplement, on va demander, parce que quand on va faire une image Full HD 1920 par 1080 pour aller l'appliquer sur un écran UHD, on va simplement étirer l'image. Donc, plutôt que de faire un travail au pixel 1 pour 1, on va faire au pixel 1 pour 2. Ça veut dire que l'image va être, alors, déformée, c'est un bien grand mot, mais on va l'étirer pour qu'elle puisse aller s'afficher sur la totalité de la matrice. Bon, maintenant, les écrans, ils arrivent à calculer tout ça et à avoir ce qu'on appelle de l'upscaling. C'est qu'on va arriver à gérer cet étirement de l'image, mais c'est ce qui électroniquement va se passer en fait. On va aller exciter plus de zones de pixels pour afficher la totalité de l'image. Ok, merci. Petit point sur la différence entre le UHD et le 4K. Vous avez pu le voir sur la résolution. Le 4K n'est qu'un format 21 neuvième, donc un format cinéma. Il n'y a pas de 4K en application grand public et il n'y a pas d'écran 4K aujourd'hui. On va parler d'écran UHD, que ce soit à la Fnac ou au niveau des bureaux. On a de l'écran UHD, on peut dire que c'est du UHD 4K, mais le vrai format 4K est un format 21 neuvième où il y a 4096 pixels par 2160, alors que vous pouvez voir sur la partie UHD, on garde toujours le même nombre de pixels en vertical, 2160, mais on a un peu plus de 200 pixels en plus sur la partie droite pour arriver au 21 neuvième. Donc voilà, ça c'est un abus de langage au niveau des constructeurs vidéo. Voilà pour la partie des résolutions, et pour finir cette partie-là, c'est vous montrer un petit peu, et justement, pour répondre à ta question, Émilie, qu'est-ce qui se passe quand on va prendre un format, alors je vais prendre volontairement le CIF, qui est le petit carré en haut à gauche en gris, et pour aller l'appliquer sur un écran UHD 3840 par 2160, qui est le carré bleu tout en bas à droite. Le CIF, on va pouvoir retrouver ce type de contenu sur Internet, par exemple des petites vidéos qui sont postées dans les petits encarts, qui n'ont pas grande définition, parce que par définition elles ont souhaité être toutes petites sur l'écran, donc on n'a pas besoin de bombarder un nombre de pixels. Et tout simplement, on va prendre l'image et on va l'étirer pour aller remplir le full UHD. Donc c'est là où il faut faire très attention entre le contenu qu'on souhaite diffuser et le diffuseur. Il faut essayer d'être au maximum en travail au pixel par pixel, ce qui n'est pas toujours évident et ce qui peut être très complexe à la vue de ce slide. Est-ce qu'Émilie, ça répond un peu plus à ta question, ou est-ce que tu es un petit peu perdu sur ce slide? J'ai bien compris. Bon, après, le slide me semble quand même un petit peu complexe. Là, en bas à droite, je vois qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui dit help. Ça pourrait être moi. Parfait. Moi, je vais continuer. Alors, pour essayer de bien valider tout cela, ce qu'il faut utiliser, ce qu'on voyait il y a quelques années sur tous les soirs, quand on avait encore nos moniteurs, nos télés cathodiques à la maison, il y avait des mires de bar, et c'était pour que les techniciens puissent tester la qualité du signal, et c'est ce que je vous conseille de faire quand vous validez une installation, une salle ou un type de diffuseur choisi, c'est de passer
cette mire de barre à l'écran, et là vous allez regarder si la géométrie est bien définie, si la colorimétrie est bien respectée, si la balance des gris est bien définie, si justement quand on va étirer cette zone de pixels, on va pas avoir des phénomènes de dédoublement de lignes, c'est ce qu'on appelle le flicking, on va pouvoir voir des lignes qui dansent, donc ça veut dire qu'il y a un moment dans la chaîne un petit souci, et sinon il faut essayer d'avoir des points de résolution. Est-ce que tu as trouvé ça facile, comme le dit cette belle chouette Émilie? Non, mais oui. Enfin, j'ai pas trouvé ça facile. Après, je pense que bon, pour les gens qui ont un connaissance technique du sujet, c'est peut-être plus simple. Moi, j'y connais rien. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il n'y a pas de questions. On va continuer, mais c'est vrai que c'est un sujet complexe. Il faut prendre le temps de l'aborder et de bien noter ses besoins, en fonction de ses besoins, trouver les bons outils. Voilà. Et avec ces quelques slides, si vous reprenez ça tranquillement, ça peut vous aider dans le choix, en tout cas dans la construction de votre réflexion. Après, un point important, donc là on a parlé format, résolution, là c'est pour gérer le signal vidéo. Après, maintenant, il y a la taille de l'écran souhaitée en salle. Donc pour la taille de l'écran, il y a des petits calculs pour avoir un recul optimal maximum et un recul optimal minimum. Donc ça va être pour le dernier collaborateur en salle et le premier le plus près de l'écran en salle. On prend la hauteur de l'écran, on multiplie par 8. Et là, on a le recul maximal optimal. Et pareil pour le premier rang, la hauteur de l'écran, et on multiplie tout simplement par 1,5, et ça donne déjà une bonne notion au niveau des reculs et de l'emplacement de la table, ce qui peut, au niveau de la création d'une salle ou de l'emplacement de la table, pour toute la partie architecte et là, ça peut vous donner des idées. Par contre, il y a aussi un point à respecter. Le recul mini-maxi, c'est une chose. Par contre, il y a la hauteur de l'écran. La hauteur de l'écran, il ne faut pas que l'écran soit trop haut pour qu'on ait le cou complètement cassé, ou alors que l'écran soit trop bas, voire en dessous du plateau de la table, sinon on a une perte du contenu. Donc il faut essayer de respecter un petit peu l'angle de vision avec la rotation au niveau de l'œil, pour que ça soit agréable et que ça puisse être une solution utilisable dans les salles de réunion. Voilà quelques recommandations qu'on peut faire donc sur la petite salle de 2-3 personnes du 32 pouces. Alors encore une fois, là je parle de taille en LFD. Je vais pas parler d'écran de gaming ou d'écran bureautique. Là, nous on parle de moniteurs vidéo dédiés aux entreprises, donc ça commence à partir du 32 pouces. Et aujourd'hui, ça va jusqu'au 98 pouces. Voilà un petit peu le type de tableau dont on se sert, où on a toutes les tailles d'écran en pouces. Même si du coup, les pouces, c'est quoi en centimètres? Alors le pouce en centimètres, bonne question. Le pouce c'est 2,54 centimètres. Donc on peut faire rapidement la multiplication. D'ailleurs dans ce tableau, ça c'est un tableau où on a l'ensemble des abacs avec la diagonale et puis le recul. On retrouve le recul idéal premier rang et recul idéal dans la salle. Donc voilà un petit peu comment on peut réfléchir ensemble sur cette définition de taille d'écran. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, à titre d'information, là, on a 2,98 de part et d'autre de l'horloge. 98 sur lequel, là, on peut justement voir les problématiques. Alors, même si le terme est pas approprié, mais les contraintes liées au format, où on a dans ce centre de mesure des machines qui une sortie vidéo 4/3, l'écran lui 98 et 16/9. Le choix a été fait de respecter le signal venant de l'outil de mesure pour pas déformer le contenu et donc pour pas déformer l'information et fausser la lecture. Voilà, on affiche un 4/3 dans un 16/9, donc bande noire à gauche et à droite. Pareil sur l'écran de droite, le 98 pouces de droite. Là, on a, avec un petit multi-viewer, on a affiché 4 écrans 4/3 dans un format 16/9. Donc, vous pouvez voir également
les bandes noires à gauche et à droite. Autre format, donc là on est parti sur un format un peu plus large qu'un 21/9, on est presque sur du 32/9 au CNES où on a pris plusieurs moniteurs bord fin, on les a associés les uns aux autres pour avoir un maximum de résolution. Donc là on a 6 écrans Full HD côte-côte pour essayer d'avoir, pour reproduire un maximum de nombre de pixels. Parce que dans cette salle-là, c'est une supervision, c'est la salle de supervision de tous les lancements des fusées aériennes. Donc, on peut avoir de la data à gauche et le lancement en direct sur la droite. Donc, c'est pour ça que ce choix de multiplication d'écran et donc de multiplication de pixels a été effectué pour faire de la multidiffusion et autres multidiffusions qu'on a là sur ce centre Airbus. Là, on a 24 écrans en 4K. Donc, on arrive à presque 49 millions de pixels. Où là, derrière, pour faire fonctionner tout ça, on a un système qui s'appelle le Watchout qui va pouvoir gérer l'ensemble de ces 49 millions de pixels pour aller diffuser XPC un petit peu sur ce plan pixelaire et en faire un petit peu ce qu'on veut, tout en respectant son format. Donc, il sera affiché en 16:9 et pas en full screen. Parce qu'il y aurait pas de cohérence à faire une totalité de l'écran avec un écran 16:9, il serait complètement déformé. Mais par contre, on peut afficher une dizaine ou une vingtaine d'écrans en fonction de ce qui est choisi par l'opérateur dans cette salle-là. Avez-vous des questions à ce stade-là, ou Émilie, est-ce que tu veux intervenir pour poser 2-3 questions? Moi, j'avais une question sur le slide d'avant, mais tu as répondu. Je me demandais comment on pouvait créer un média qui soit aussi énorme en termes de résolution, mais puisque c'est un système Watchout qui le pilote, j'imagine que on utilise plusieurs médias pour être diffusés en même temps. Donc ça, j'ai compris. On a fait le tour de la technicité. Est-ce qu'on peut parler des technologies? Je vais y venir. Alors, juste le Watchout, c'est un mélangeur vidéo. Hein. C'est une grosse machine dans laquelle on vient rentrer plusieurs signaux d'ordinateur portable ou de box ou de contenu vidéo. Elle va digérer tous ces contenus, elle va travailler ces 49 millions de pixels, encore une fois, pour aller afficher au mieux les contenus souhaités par l'opérateur. Voilà ce que c'est qu'un Watchout. Ok. Donc il n'y a pas d'autres questions. Donc les technologies. Alors 3 grandes technologies aujourd'hui en entreprise. On va retrouver l'écran LED, qui est la dernière née des technologies. Technologie qu'on retrouve depuis plusieurs années sur la partie événementielle. Après, c'est arrivé dans le retail, on le voit beaucoup dans les grands magasins ou autres. Et aujourd'hui, depuis une petite année, un peu plus d'un an, ça arrive vraiment dans le monde de l'entreprise. Après, on a tout ce qui est écran LCD, donc là, c'est une chose qui est commune à toutes les salles de réunion, halls d'accueil et autres. Et on a la partie vidéoprojection pour finir, qui c'était la première façon de projeter dans les amphithéâtres, auditoriums et salles de réunion. Donc le choix de la technologie, je vais commencer par la partie écran LED. L'écran LED, encore une fois, cette nouvelle technologie nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut en format d'écran. On peut faire du 21/9, du 16/9, du 16/9, du 32/9. On peut même, là, ce que vous voyez à l'écran, créer des modules pour casser un petit peu aussi le format standard, hein, que ça soit dans un hall d'accueil ou au niveau du retail. On a un très bon rapport colorimétrique, un très très haut niveau de contraste, hein, au niveau de la profondeur des noirs, on est vraiment sur quelque chose de très très abouti. Et l'avantage, c'est que aujourd'hui, c'est des écrans qui sont assez fins, c'est une dizaine de centimètres de profondeur au maximum avec le support mural. Il n'y a pas de bruit de rémanent en salle versus un vidéoprojecteur où il y aurait toujours un bruit de lampe ou un bruit de refroidissement, même si c'est un vidéoprojecteur laser, il y a toujours un petit bruit en salle, alors que là, il n'y a absolument aucun bruit en salle.
Donc la petite définition de l'écran LED. Avant tout, un écran LED est défini par son pitch. Qu'est-ce que le pitch? Le pitch, c'est la distance entre deux LED. Et plus le pitch est fin, meilleure meilleure la résolution sera. Et ce pitch aussi va définir la taille de l'écran. Vous pouvez voir différents diagrammes en bas avec différents pitchs. Donc en gros, pour l'entreprise, ça va d'un pitch 1.2 à un pitch de 5. Il y a du 0.9 qui existe, même en dessous, hein, mais qui est plus pour une application. En dessous du 0.9, on va plus tomber dans des applications cinéma ou grand public. Et au-dessus du 2.5, on sera plus sur de l'application événementielle et outdoor. Voilà, donc ça, pour le milieu de l'entreprise, on est entre 1.2 et 2.5. Le choix va être défini. Ça, c'est du format Full HD, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Le choix sera défini en fonction de la taille d'image et de la finesse de la résolution choisie. Donc, plus le pitch, pardon, Allez, plus le pitch est fin, plus on a de la haute définition, donc l'écran peut être plus petit, c'est ça? La surface de diffusion d'un pitch 1.2 sera plus petite qu'un pitch 3, Exactement. par exemple. Exactement. Et après, tout va être calculé aussi en fonction du recul mini-maxi. C'est là où on va choisir le pitch aussi. Si on a une très très grande salle avec 20-25 mètres de profondeur, on va pouvoir se permettre de mettre du 2.5. Si on est sur une salle qui a une quinzaine de mètres ou 12 mètres de profondeur, on va être plus sur un pitch de 1.2. Voilà un petit peu pour ce point-là. Après, le mur LED, la construction du mur LED, vous pouvez voir en bas à droite, on a le support mural sur lequel on vient installer des électroniques, ce qu'on appelle un cabinet, ce que vous pouvez voir sur la petite icône du milieu. Et sur ce cabinet, on vient placer la partie LED. Et en général, c'est 6 panneaux LED par cabinet. Donc, point fort, ça c'est pour la maintenance. C'est qu'on peut faire aussi bien une maintenance par l'avant, par l'arrière, et une maintenance à chaud. Donc, quelque chose de très très rapide pour la maintenance des salles. Donc ça c'est un point fort du LED. Au-delà de son fort contraste et de sa colorimétrie, il y a aussi un autre point fort, c'est qu'on est sur des écrans sans bord. Donc il n'y a que le vidéoprojecteur, hein, on pouvait avoir aucun contour d'image autour de l'image. Et ben là, sur l'écran LED, on est vraiment sans bord. Donc on peut l'intégrer dans un mur qui fait que 10 cm de profondeur, on peut l'intégrer facilement. Et le fait de pas avoir de bord, on met vraiment en valeur toute l'image. Donc vous pouvez voir en bas à droite l'installation assez simple. Même si c'est simple, il faut quand même. C'est des installations qui sont même complexes parce que c'est vraiment un écran qu'on monte comme un Lego, où là il faut quand même avoir il faut quand même avoir des certifications, une certaine habitude aussi pour pouvoir le poser, le régler et également le maintenir. Au niveau de la durée de vie de ce LED, c'est en général c'est donné pour 100 000 heures à peu près. Voilà pour la partie LED. Tu as des exemples de réalisation? Oui, exact. Donc, exemple de réalisation. Là, dans cette salle-là, l'autre avantage du LED, c'est que, bon, là, on peut le voir au niveau du vidéoprojecteur. Eh ben, on est sur un écran, au niveau de l'écran, on est obligé dans une zone assez sombre, parce qu'avant tout, on veut refaire sortir l'image vidéo. Donc, l'orateur, lui, sera pas forcément bien éclairé. On peut le voir sur le pupitre qui est à droite. Ça met pas en valeur, on met soit en valeur l'orateur, soit l'image. On est toujours un peu dans ce parti pris, ce qui est un petit peu dommage. Et ben en bas à droite, on peut voir qu'avec le LED, et ben de par sa forte luminosité, on peut complètement éclairer la zone de l'estrade où il y a le pupitre. On n'est pas bridé et on peut même jouer avec plusieurs éclairages pour donner une autre dimension à la salle, et ce qu'on peut voir avec toute la partie LED bleue sur le côté. Et c'est cet avantage du LED, c'est qu'on peut
mettent en valeur la salle, l'orateur et l'image. Un autre exemple, hein, où là c'est sur la salle de conseil de la FIA sur Paris, où pour avoir une très bonne définition, parce que visioconférence, parce que multiflux sur l'écran, on avait fait le choix il y a quelques années de mettre un mur d'image. Donc là il y avait 9 moniteurs Full HD. Et ben au fur et à mesure des avancées technologiques et de la veille technologique qu'on a fait avec le client, on l'a orienté vers un LED qu'on a posé il y a quelques mois. C'est exactement la même taille d'image à 8 cm près. Hein. Le LED est plus grand de 8 cm. On n'a absolument rien changé à l'éclairage, on n'a absolument rien changé à la salle, on a remplacé que le mur LED. Et vous pouvez voir que la présence d'image et la définition de l'image est complètement différente et complètement bluffante sur le LED que vous pouvez voir en bas à droite. Autre exemple, là ça s'y prête très très bien, c'est dans les halls d'accueil. En général, un hall d'accueil est très lumineux. Donc avec le LED, on répond à cette demande de garder la luminosité dans le hall d'accueil pour que ça soit avant tout agréable pour le public et pour les visiteurs, et en même temps pouvoir afficher les contenus de l'entreprise pour accueillir le visiteur et que ce contenu soit lisible et agréable. Et d'ailleurs, sur l'ensemble des écrans LED, il y a des petits capteurs de luminosité. Donc en fonction des mois et des différentes luminosités au niveau de l'apport extérieur, et ben l'écran va se régler automatiquement. Dernier avantage sur la partie écran LED, c'est qu'il n'y a aucun reflet sur un écran LED versus un moniteur. Le moniteur, même s'il y a des traitements qui existent pour avoir des dalmates, on a quand même toujours un petit reflet, alors que sur l'écran LED, il n'y a aucun reflet. Avez-vous des questions sur cette partie-là? Émilie, est-ce que tu voulais, toi, intervenir, ou est-ce que tu as des questions sur cette partie de l'écran LED? Non, j'ai pas de questions. Par contre, j'encouragerais bien les gens à poser leurs questions. Il y a la notion de pitch, je trouve, qui est un petit peu peut-être compliquée, mais moi, j'ai pas de questions. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? On continue tranquillement. Mais c'est vrai que le pitch, et tu as raison de rebondir sur ce point-là, Émilie, le pitch est un point important, même si c'est difficile à appréhender quand on ne connaît pas la chose. Et là, encore une fois, nous, on peut vous accompagner et vous montrer différents produits pour que vous puissiez bien comprendre et appréhender cette notion de pitch pour vos futures installations. Choix de la technologie, la deuxième partie, ça va être les moniteurs LFD, hein, donc tout ce qui est écran tel qu'on peut le connaître du 32 au 98 pouces. Donc les deux grandes familles, bon, je vais marquer le plasma parce que c'est historiquement ce qui a lancé l'écran plat, la sortie de l'écran cathodique. On va avoir ici le LCD et le OLED. Le LCD, comment fonctionne un LCD? Donc un LCD, c'est un écran cristaux liquide qui retrouve toujours les trois composantes rouge, vert, bleu, qui, pour afficher une image, doit avoir un rétroéclairage. Donc dans tous les écrans LCD, il y a un rétroéclairage pour pouvoir afficher l'image, et juste derrière, entre l'écran, les cristaux liquides et le rétroéclairage, il y a un petit volet qui va s'ouvrir et se fermer. Si on veut afficher l'image à 100%, le volet sera ouvert à 100%. Si on veut qu'il n'y ait pas d'image, donc effectuer un noir, on va fermer ce petit volet. La seule problématique, c'est que la jointure ne se fait pas complètement. Donc, on va avoir une petite rémanence, et c'est pour ça qu'un écran LCD n'est jamais complètement noir à 100%. C'est cette petite rémanence qui est le petit point faible de l'écran LCD, mais c'est quand même l'écran le plus diffusé et le plus déployé aujourd'hui dans tous les pays du monde, parce que quand même les constructeurs ont fait différents rétroéclairages justement pour essayer de minimiser cette rémanence lumineuse. Donc voilà pour l'écran LCD. Avec différentes tailles, hein, 32 à 98 en fonction des constructeurs de dalles et des constructeurs d'écran.
vous voyez qu'il y a quand même une multitude de formats différents et qui changent tous les ans. Tous les ans, on passe du 47, 48, maintenant c'est du 49. Voilà, aujourd'hui, il y a des formats que j'ai indiqués qui sont déjà abandonnés et d'autres qui seront peut-être abandonnés dans les prochains mois. Donc, c'est ça qui est plaisant aussi, c'est que ça évolue tous les jours. Et Quelques la durée de exemples. vie Oui, pardon, d'un LCD, la durée de vie d'un LCD par rapport à du LED, c'est du différent? LED, c'est 100 000, un LCD, je regarde, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 60 000. Ça D'accord. dépend des constructeurs. Et alors, chose importante, il y a une grosse différence entre le moniteur et le téléviseur qu'on peut trouver à la Fnac. Aujourd'hui, le moniteur est vraiment dédié pour travailler sur de l'applicatif entreprise, une durée de vie un peu plus longue, un traitement du signal qui est vraiment dédié à la présentation informatique, alors qu'une télé est pardon, et elle dédiée pour afficher de la vidéo, donc du contenu très rapide à la seconde, alors que le signal informatique, lui, est un contenu en général assez stable, parce qu'un slide, on le passe, ça reste 1 minute à l'écran, donc on a le temps de rafraîchir, et ce qu'on va vouloir, c'est la finesse des lignes, alors que l'écran vidéo, lui, la ligne, on va pas la gérer, on va gérer vraiment un contenu vidéo pour essayer d'envoyer un maximum d'images par seconde. Donc ça, c'est un point important. Mettre des télés dans les salles de réunion, eh ben, vous n'allez pas avoir une définition qui va être optimale sur ce point-là. Ok. Quelques exemples ici, donc on peut voir du 98 et du 65. 98, c'est une salle de visioconférence. 98 pouces qui va être là pour diffuser la data. Donc la plus grande image possible pour avoir un maximum de contenu, pour afficher le PowerPoint ou l'Excel, et de chaque côté, en retour, le 65 pouces pour voir le site local ou le site distant au choix. Attention, sur cette photo, en bas du 98, il y a une grande barre noire, c'était simplement un habillage qu'on a effectué avec l'architecte pour cacher la caméra. Ça ne fait pas partie du 98, je tenais à le préciser. Là, une autre application avec toute la partie écran LCD. Donc là, c'est pour faire du mur d'image sur une zone aéroportuaire pour afficher les vols. Plutôt que de mettre un vidéoprojecteur ou un mur LED, là, on est vraiment parti sur de l'écran pour avoir un maximum de pixels pour que l'ensemble des départs soit bien lisible, l'ensemble des logos de toutes les compagnies soit bien respecté, vraiment sur la finesse des caractères, et qu'en même temps, voilà, sur l'encart publicitaire, on puisse avoir une vidéo fluide et respectant le bon rapport colorimétrique. Et pour avoir une image d'une grande taille, parce que là, vous pouvez le voir, on est vraiment sur un grand diffuseur. La deuxième technologie au niveau des écrans, donc c'est la technologie OLED. Alors c'est pas du LCD OLED, c'est soit du LCD rétroéclairé LED, soit du OLED. Là aussi il y a un peu de langage. Le LCD OLED, ça n'existe pas, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc le OLED, on est vraiment sur une technologie en organique, donc ça va être un petit pixel qui va être traversé par un courant électrique, et en fonction de la puissance de ce courant électrique, et ben, il va être plus ou moins lumineux, et il va aller afficher toujours le pixel rouge, vert, bleu, pour aller créer l'image. Le gros point fort de cet écran, c'est que quand cette, euh, cette petite cellule OLED n'est pas traversée par un courant électrique, et ben elle est complètement inerte, donc elle est complètement noire. Donc une très grosse profondeur des noirs sur cet écran. De plus, cette technologie permet d'avoir des écrans qui sont très très fins. On est sur du 5 mm fini au niveau de l'écran, donc c'est vraiment une dalle de verre très 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 fine avec un capotage extérieur. L'électronique est déportée pour arriver à faire ça. Et ce qui nous amène à pouvoir créer des murs avec des torsions, des curves uncurved au niveau des murs du vidéo. Donc ce qui est très appréciable sur du hall d'accueil, de la muséo, du retail, où là c'était une salle de créativité Banque de France, où pour accueillir les visiteurs dans cette salle de créativité, pour avoir un côté un peu différenciant
et un accueil sur vraiment une expérience utilisateur différente. Et ben on a fait dans un rayon de courbure de 2 mètres, on a fait cet écran curve pour donner aussi une autre dimension à la vidéo, plutôt que d'avoir une vidéo sur un écran à plat. On a un effet immersif, et ce qui permet tout de suite de donner une dimension beaucoup plus sympathique et beaucoup plus accueillante pour les collaborateurs. On a perdu personne. Demande la chouette, ou plutôt Émilie. Je crois qu'on a perdu personne. Il y a des questions sur cette technologie, enfin sur ces technologies, le LCD et le OLED. Non, toujours pas. Mais je continue donc sur la partie, la dernière partie, donc la troisième technologie, vue au début. Donc c'est le vidéoprojecteur, bien connu de tous depuis des années, encore une fois. Donc le type de vidéoprojecteur. Donc je vous ai remis le tritube, parce que là, ça fait un peu plus d'une trentaine d'années que ces technologies sont sorties, n'existent plus. L'Union en a encore quelques-uns. On en trouve encore très très rarement, de plus en plus rarement, mais on en trouve encore quelques-uns. Le tritube, où on va retrouver toujours ces composantes rouge, vert, bleu. Donc il y avait un tube de projection rouge, un vert et un bleu. Et après, on les alignait géométriquement pour créer l'image. Après, il y a une vingtaine d'années, les premiers vidéoprojecteurs LCD sont apparus. Petite quinzaine d'années, la partie DLP et tri-DLP. Et une dizaine d'années, la partie vidéoprojecteur laser. Voilà pour l'historique, avec quelques dates. Donc, avant tout, le vidéoprojecteur, il faut bien voir comment on va intégrer le vidéoprojecteur à sa salle, et je vais essayer de vous présenter les différentes méthodes. La première méthode, c'est la vidéoprojection directe. Donc, ça veut dire que on a le vidéoprojecteur dans la salle, et on va projeter sur une surface blanche, que ce soit un mur ou un écran ou autre fabrication souhaitée. Les petites contraintes, c'est qu'il faut bien prendre en fonction de la base d'image la bac du vidéoprojecteur pour calculer son recul. Le recul, il y a un recul mini et un recul maxi. Ça, on ne pourra rien y faire, c'est comme ça, on ne pourra pas aller plus loin que le ratio donné par l'optique du vidéoprojecteur. On est soumis à ça, donc ça c'est une chose à laquelle il faut faire attention, parce que si on a des lustres ou des gaines de clim ou autres contraintes inhérentes au bâtiment, il faut les prendre en compte. Parce que ça c'est une chose où on ne pourra pas aller à l'inverse de ce qui est donné par les abacs du vidéoprojecteur. Deuxième petite contrainte, c'est que le vidéoprojecteur, qu'il soit à lampe ou vidéoprojecteur laser, sur la dernière technologie, on va toujours avoir un petit bruit rémanent en salle. Ça, c'est inévitable, et ce bruit rémanent en salle est en fonction de la puissance du vidéoprojecteur. La puissance du vidéoprojecteur, c'est avec la puissance de la luminosité du vidéoprojecteur, si vous préférez, et on parle de lumens. Donc voilà, le petit calcul, le petit pense-bête pour calculer les reculs mini-maxi. Là, je passe rapidement, c'est la rétroprojection. C'est ce qui se faisait il y a quelques années pour éviter d'avoir de l'ombre projetée dans les grandes salles, ou pour éviter également d'avoir toujours ce bruit rémanent en salle. On mettait le vidéoprojecteur derrière l'écran dans un local spécifique, pour éviter ces deux points que je viens de vous évoquer. D'autres vidéoprojections spécifiques, donc au plafond, pour le cacher. C'est pas forcément très très joli un vidéoprojecteur, sur les lifts, via des miroirs dans les salles de conseil, ça on en fait encore un petit peu. Et pour revenir sur l'ombre projetée, parce que qu'il soit sur lift, en projection directe ou sur des miroirs, le faisceau lumineux, lui, c'est toujours ce triangle qu'on peut voir. Il est incompressible, il est là. On ne peut pas aller à l'encontre, donc il y aura, si on passe dans ce faisceau de vidéoprojection, il y aura une ombre projetée sur l'écran. Ombre projetée qu'on peut réduire avec un focale courte ou une ultra courte focale. Par contre, dans ce dernier cas, il faut faire attention, parce que on peut pas avoir des images de 4 mètres de base. Pour avoir une bonne qualité d'image, au maximum, c'est 2 mètres, 2 mètres 20 d'image. Après, on va déformer. Ça, c'est l'optique, c'est comme
comme un zoom fisheye au niveau de tout ce qui est GoPro ou pas, bah vous le voyez, hein, l'image est complètement déformée hein, sur une optique de GoPro. Et ben là, c'est exactement pareil si on veut essayer d'aller au-delà de 2 mètres, 2 mètres 20. Et deuxième point important, en vidéoprojection, le centre de l'optique est toujours euh, en face du haut de l'écran. Donc ça, c'est une base à avoir en vidéoprojection. On est sur la même ligne, horizontalement parlant, sauf que sur l'ultra courte focale, bah, pour essayer de diminuer l'ombre projetée, l'optique fait qu'on va avoir une zone d'offset, ça veut dire qu'on va être au-dessus du haut de l'image entre 30 et 60 cm. Donc ça, c'est une notion sur laquelle il faut bien faire attention quand vous allez choisir cette technologie-là, c'est qu'on va obligatoirement perdre cette distance, donc il faut avoir une salle qui est quand même assez haute. Autre point sur la partie vidéoprojection, il y a quand même des pièges parce qu'on peut pas mettre un vidéoprojecteur dans les coins, sous la table, dans les canapés, enfin sur des bibliothèques. Ça va créer du trapèze. Et ce trapèze, alors il y a des constructeurs qui nous disent oui, des corrections de trapèze, on a des outils magiques, pierre angulaire. On n'a pas grand-chose de magique dans notre métier. Hein. C'est que ce trapèze, cette zone de pixels qu'on peut voir en jaune sur le petit diagramme du bas, cette zone de pixels, on va, pour revenir au tout début de mes présentations, pour la couvrir, on va simplement étirer l'image. Donc on va la prendre et puis on va étirer les pixels. Donc si vous projetez un logo avec un beau rond, et ben s'il y a du trapèze, alors vous allez avoir l'image en 16:9 ou 4/3, hein, mais qui malheureusement votre rond deviendra un ovale parce que le pixel a tout simplement été étiré. Donc perte d'information, donc déformation de l'image. C'est vraiment dommage et au niveau de toutes les installations, je vous conseille absolument pas de jouer avec cette fonction de trapèze. Comment faire le bon choix? D'abord, je voulais juste poser une question ou un commentaire en tout cas. Là, tu as parlé des problèmes d'installation au niveau de l'endroit où on place le vidéoprojecteur et par rapport à l'environnement lumineux notamment ou par rapport à la surface de projection, quels sont les pièges à éviter? Alors, le vidéoprojecteur, c'est une bonne question au niveau de la luminosité. C'est vrai que la luminosité extérieure, ou même si on est en second jour, hein, dans des salles de réunion, il faut porter attention à la puissance lumineuse du vidéoprojecteur. Et nous, là où on peut vous accompagner, ce qu'on vous conseille, c'est de faire un test en salle avec un vidéoprojecteur pour voir si le nombre de lumens, si vous avez des doutes, parce que c'est encore une fois une notion, quand on ne sait pas l'appréhender, elle peut faire peur ou elle peut poser question. Il faut vraiment faire attention à ce nombre de lumens et on aura quelques exemples par la suite pour essayer de vous aiguiller un petit peu sur votre choix sur ce point-là. Ça, c'était pour la première question. Et ta deuxième question, Émilie, c'était la surface de projection. La surface. Les écrans ou je sais pas, les surfaces. Alors, surface de projection, c'est toujours pareil. On revient un petit peu sur la taille de l'image désirée en salle. Et sur cette taille d'image, en fonction du recul mini, recul maxi et taille de la salle, eh ben, on va dessiner l'image, on va regarder un petit peu le recul du vidéoprojecteur et en fonction, tout ça, ça va définir. On aura défini notre taille d'image avec tout ce qu'on a vu avant. Et après, on va définir aussi le ratio du vidéoprojecteur et l'optique du vidéoprojecteur en fonction de l'emplacement disponible dans la salle. Ok. Merci. Tout en faisant attention à l'ombre projetée. Voilà. Si on met un optique fond de salle, il y a des vidéoprojecteurs qu'on peut mettre en fond de salle. Si votre salle fait 20 mètres et qu'elle fait que 2,20 mètres de haut, je vous laisse imaginer que l'ensemble des collaborateurs qui seront en salle vont avoir des jolies ombres chinoises sur l'écran. Voilà. Comment faire le bon choix? Déjà, on a plusieurs technologies. Je vous les explique rapidement. On a du tri-LCD, du mono-DLP. Donc, pour faire le bon choix, il faut bien comprendre que le tri-LCD, aujourd'hui, c'est un signal lumineux donc qui part de la lampe ou du bloc laser, qui va aller attaquer un prisme de couleurs, toujours le rouge, le vert, le bleu. Et ces trois couleurs vont être mélangées dans le vidéoprojecteur pour être diffusées sur l'écran.
Donc là, on va avoir pleinement l'image avec une bonne colorimétrie. Deuxième fabrication de l'image au niveau des vidéoprojecteurs, c'est une technologie DLP. Donc là, on a une roue chromatique qui, elle, va déjà diffuser la géométrie de l'image, donc l'image noir et blanc. Après, elle va diffuser le rouge, le vert, le bleu. Et c'est notre cerveau qui va travailler, qui va faire ce mélange-là. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes différences entre les technologies des vidéoprojecteurs. Les plus et les moins de chacune de ces technologies. Donc le tri-LCD, on a des images qui sont beaucoup plus lumineuses, plus naturelles, parce qu'elles ont une meilleure colorimétrie, sur ce qu'on vient de voir le slide juste avant, plus doux pour les yeux, avec vraiment une fiabilité au niveau des composants, au niveau des machines. C'est un vidéoprojecteur qui va être plus dédié pour la projection de slides, la projection informatique et pour le monde de l'entreprise. Après, on a la technologie DLP, qui va être, cette technologie-là est plus dédiée pour du film. Ce qu'on peut voir ici sur le siège de Canon à Paris, c'est de la diffusion de films. Là, on a 17 mètres de long sur un mur courbe avec 5 vidéoprojecteurs en mono DLP, où on va avoir un peu une colorimétrie un peu moins bonne, mais avant tout, c'est pas ce qu'on recherche dans cet exemple-là. On voulait avant tout avoir un très bon contraste, une très bonne fluidité au niveau des images vidéo, et c'est là que le DLP est un peu mieux, et c'est là qu'on va le retrouver en application home cinéma ou diffusion d'images en entreprise, donc sur tout ce qui est vidéo. Et on a une fiabilité du bloc lampe qui chauffe un peu moins versus l'écran LCD. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est les nouvelles technologies laser. On a soit du bloc lampe, soit du bloc laser LED ou la laser phosphore, ça dépend du constructeur. C'est simplement le bloc lampe qu'on vient remplacer par un bloc laser, ce qui permet d'avoir une durée de vie de ce flux lumineux. On est sur des solutions un peu plus pérennes parce qu'on part pour 20 000 heures, alors qu'un bloc lampe, c'est 4 000 heures. Donc moins de maintenance, moins de problématiques de filtre et de refroidissement, parce qu'on est moins gourmand sur le laser au niveau du refroidissement. Par contre, c'est un peu plus cher à l'achat. Après, c'est un calcul à faire entre les coûts de fonctionnement et les coûts de la machine à l'achat. Quelques exemples, donc là, dans un auditorium, la Croix-Rouge, sur le campus à Paris, où là on est sur du tri-LCD pour avoir une diffusion caméra et ou informatique. Et vous voyez, c'est une salle qui est quand même assez noire. On est sur le vidéoprojecteur 6500 lumens, pour vous donner l'ordre d'idée, dans une salle qui est quand même assez sombre, avec des rideaux qui sont fermés. On pourrait avoir une salle très lumineuse avec une grande baie vitrée, mais là on vous conseillerait plus du LED. C'est la grosse différence entre le vidéoprojecteur, où on est dans des espaces assez sombres, et un écran LED. Là, si on a du LED, on pourrait être vraiment avec les stores ouverts à 100%, et on pourrait même avoir de l'éclairage en salle, ce qu'on n'a pas forcément là. C'est pour ça que l'orateur, lui, est quand même dans un assez sombre. C'est avec les grandes différences, mais la grande différence entre les deux, c'est le coût, évidemment, un vidéoprojecteur est loin du coût du LED. Deuxième exemple, donc là on est sur un auditorium avec une image où vous pouvez voir, on a une luminosité très satisfaisante, on a un orateur qui est mis en valeur, un fond de scène qui est mis en valeur par vraiment un éclairage assez sympathique. Par contre, vous pouvez voir, la machine est sur la gauche, c'est du tri-DLP. Donc tri-DLP, c'est les meilleures machines, parce qu'on a 3 roues chromatiques différentes par couleur. Donc là, on a 100% de la colorimétrie, 100% du contraste. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur un vidéoprojecteur de 12 000 lumens, donc vraiment une grosse machine. Et pour éviter le bruit rémanent en salle, cette machine est positionnée en régie avec une optique fond de salle. On peut le faire aussi parce que là, on a un peu plus de 4 mètres de haut, donc on n'a pas d'ombre projetée. Donc tous ces paramètres nous ont amené à effectuer ce choix-là d'avoir le vidéoprojecteur en régie
avec la possibilité de mettre une optique fond de salle sans avoir de l'ombre chinoise ou de l'ombre projetée sur l'écran. Autre auditorium, où là on est sur un vidéoprojecteur de 7500 lumens, tri-LCD. Comme je vous le disais juste auparavant, on peut voir que le tri-LCD, au niveau de la profondeur des noirs versus le DLV, eh ben on n'est pas sur un noir, on est sur un gris un peu foncé. Voilà, on sait les grandes différences. Là, c'est le choix qui a été fait parce que on projette rarement du noir dans un amphithéâtre. On va projeter des slides où on a toujours une dominante lumineuse, blanc ou autre fond, mais en tout cas un fond qui va permettre de dégager le contenu. Donc c'est pour ça que le choix du LCD a été fait dans cette salle-là. Encore une fois, c'est du 7500 lumens. Et le dernier la dernière famille de vidéoprojecteurs, donc là on est sur du 30 000 lumens, qui va pouvoir nous permettre de faire du mapping vidéo. Donc là on est sur une église, sur un monument qui fait une trentaine de mètres de haut. On a 2 vidéoprojecteurs stackés, donc c'est-à-dire qu'ils sont les uns sur les autres, hein, pour avoir plus de puissance et plus de latence au niveau de la diffusion de l'image. Pas de latence, mais excusez-moi, de grandeur au niveau de la diffusion de l'image. Donc là, 2 30 000 pour effectuer un mapping vidéo et 2 30 000 tri-LCD. Tri-DLP, pardon, excusez-moi. Donc voilà pour un petit peu la présentation au niveau de tout ce qui est vidéoprojection. Pour finir, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pour finir, là où on peut vous accompagner, et là où est notre valeur ajoutée, c'est que tous ces domaines-là et tout ce que je viens de vous présenter, eh ben, on a notre expertise qu'on travaille au jour le jour sur de la veille technologique. Ça, c'est vraiment un travail fort chez ABAC, c'est que on regarde toutes les technologies émergentes. Toutes ne sont pas bonnes à prendre, hein. Il y en a tellement au jour le jour qu'on prend le temps de les analyser, de les tester, de les comprendre, de former nos équipes aussi, de certifier nos équipes, que ce soit de la certification constructeur ou de la certification via des organismes de formation où nos techniciens sont formés. Ça, c'est une notion très très importante. On en parlait tout à l'heure sur l'écran LED. Ça a l'air simple, hein. On se dit tiens, c'est un Lego qu'on va assembler. Ben non, c'est pas si simple que ça. Il faut l'assembler, il faut les tester en amont en atelier, il faut les paramétrer, il faut bien mettre tout ça en exercice pour que l'image soit là et fidèle au rendez-vous, ou en tout cas puisse répondre à l'attente de nos clients. Et évidemment, on vous accompagne à comprendre tous ces matériels qu'on va mettre en place chez vous. Et on a aussi un accompagnement sur de la maintenance. On a un service dédié et du personnel dédié que pour cela, que pour la maintenance. Hein. C'est pas de la ressource partagée pour de la maintenance. Alors la maintenance, c'est de l'accompagnement client au jour le jour sur ces questions de mise en route, sur ces questions de technologie, de savoir comment afficher un contenu avec une certaine résolution sur le mur qu'on lui a installé. Et c'est de le maintenir aussi sur les avancées technologiques au fur et à mesure du temps dans toutes les salles qu'on a pu vous installer ou sur lesquelles on a pu réfléchir ensemble. Voilà pour ce premier webinaire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou interrogations. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me joindre au téléphone. Alors, je pense qu'il va falloir que tu donnes ton numéro parce qu'il est caché par le carré de ta... Donc, mon adresse mail edupuis, @abac.fr, abac avec un S, et mon numéro de téléphone 06 67 88 80 99. Encore une fois, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations et aussi des cas concrets clients sur notre site internet www.abac.fr où il y a plusieurs
petites interviews clients et aussi cas concrets sur tout ce qu'on vient de voir. Voilà, là, je reste à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Et juste pour ajouter, c'était le premier webinaire ABAC qui sera suivi d'une autre série de webinaires, tant sur les technologies de l'intégration que sur les technologies utilisées dans l'audiovisuel et les nouvelles tendances. Si vous avez des sujets qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à nous les envoyer à contact@abac.fr et on se fera un plaisir de traiter ces sujets en priorité. Merci à tous. Merci, au revoir. Voilà, je pense que c'est bon.